Bien, donc ce soir nous entamons la fin des temps, deuxième bouquin. Et oui, ce soir nous entamons le sixième chapitre. Alors oui, je sais que c'est marqué chapitre 1, mais c'est bien le sixième chapitre de la fin des temps, mais nous entamons le premier chapitre du deuxième roman. Le deuxième roman qui était une surprise. Vraiment, hein, qui était une surprise. Autant le premier s'appelait Nagash. Pour un mec comme moi qui connaît le lore depuis quelques années, on te dit attention, voilà la fin des temps, et attention, bam, on vous annonce Nagash, le retour, tu fais ah, d'accord, ok, je peux comprendre, c'est normal, c'est l'un des pires méchants du monde de Warhammer. En effet, il va être lié à une fin des temps, d'accord. Et deuxième chapitre, enfin deuxième bouquin, pouf, ils nous sortent ça. Deuxième bouquin, ils nous sortent Plotkin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne connaît pas ces personnages, hein. Totale invention de la V8, un nouvel apport, nouveau lore, nouvelle figurine bien sûr, parce que la fin des temps bien sûr a été faite bien entendu pour nous faire casquer, hein, n'oubliez pas ça. Nouvelle figurine, une triplette de héros en un seul. La nouvelle vibe, hein, avec les personnages comme Neferata, Manfred ou Arcane, qui avaient changé le principe de profil, de ne plus avoir un monstre et un mec dessus, mais d'avoir un seul profil unique pour toute la figurine, ce qui fait que tu ne peux jamais tuer le dragon sans toucher le mec au-dessus, il faut tuer tout le monde d'un coup. Qu'est-ce que c'est cette matière? Ah mais c'est de la merde, c'est à peu près ça. Ouais. Et le deuxième chapitre va nous parler, pardon, le deuxième roman va nous parler du premier assaut majeur des guerriers du chaos. Parce que tout ce qu'on a parlé depuis le début, y compris les deux batailles de Effengen, où l'empereur a disparu, et oui, je le rappelle, et je sais plus l'autre, celle qui s'est passée un peu avant, où Valten s'est fait découvrir, ce n'était que des bandes éparses, bien évidemment. Donc là, on va connaître dans ce roman la première invasion des guerriers du chaos. Invasion coordonnée, millimétrée, avec un plan, et oui, hein, organisé bien entendu par Archaon lui-même. C'est la première grande guerre contre le chaos, on va dire, véritablement une invasion. On va pas parler des nains, désolé, les nains sont totalement absents de cette soirée. Ma photo est dégueulasse. Je pensais qu'elle était plus propre, mais non, elle est dégueulasse. Je suis désolé, j'aurais pas mieux. Euh, donc, pour vous remettre un peu où vous en êtes, bien évidemment, donc je vous remontre l'Empire ici même. Alors c'est la carte que vous avez justement dans Glotkin, à milieu du bouquin à peu près. Ça vous spoil tout ce qu'on va bien sûr parler dans les prochains streams. Comme vous le voyez, l'Empire est attaqué de toutes parts parce que son flanc est et nord-est, cède, mais enfin, casse, mais tient bon encore. Il fissure. Thorgrim te juge, ouais, je sais, Quentin. Je vous rappelle le Bastion Doré, hein, le sortilège de Balthazar Gelt mêlant foi, ingénierie et magie, a bien sûr été monté, a stoppé les forces du chaos et toutes ces bandes qu'envoyait Archaon en première vague. Et les démons, surtout les démons. Mais bien entendu, Gelt étant passé nécromancien, oui je sais, cherchez pas, voilà. Gelt ayant un petit peu pété un câble à cause de l'influence de Vlad van Karstein sur lui, eh bien, il a été répudié, c'est-à-dire que l'Empire, maintenant, l'Empire n'a plus Balthazar Gelt dans ses troupes. Et d'ailleurs, il a perdu son statut de patriarche suprême. Donc, les collèges de magie n'ont plus de patriarche, en tout cas, ce n'est plus Gelt, c'est son détracteur, en gros, qui le remplace, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a remplacé en termes de titre, qui est un mage de la bête. Je me souviens plus de son nom, mais on en reparlera de toute façon dans Tankol. Euh, donc on a un nouveau patriarche suprême, et surtout, le plus important, c'est que Effengen s'est passé, donc la bataille après Alderfen, ici même, Effengen, vous voyez, est ici, qui était au nord de l'Ostermark. Effengen s'est passé, et Effengen a été une défaite pour l'Empire et Vlad, par la trahison de Wallach Archon. L'empereur est très 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 blessé, ou en tout cas a disparu, y compris son griffon, et les troupes impériales se sont retirées
en Ostermark vers Betschaffen pour ensuite encaisser l'assaut du chaos et tenter de le repousser, de le contenir à l'est. Ce qui fait que le flanc est est en train de fissurer. Attends, mais le nouveau patriarche, il n'a pas le bâton des volants? Il n'a pas le bâton des volants, tout à fait. Donc bref, le flanc est, certes, est fortifié, mais c'est en train de se péter la gueule, littéralement. Oubliez Kislev, hein, bien entendu, Kislev est mort depuis très 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 longtemps. Et Rengrad, hein, que vous voyez, qui est un tout petit peu entouré là par le bastion, on n'en parlera pas, hein, ils vont se faire défoncer, bien sûr. Ils vont se faire prendre un tenaille. Là, c'est littéralement la bataille de Belgique, hein, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est surtout, en fait, l'arrivée dans ce roman de nouveaux personnages. Grégor Martak, merci Wildabar, merci beaucoup, j'avais oublié son nom. Tac. On va parler de ces nouveaux personnages, ces fameux nouveaux personnages qui sont absolument nécessaires pour Archaon. Je m'explique, je ne sais pas si vous vous rappelez bien de la bataille de Alderfen, donc la première fois où le mur de foi a été fissuré, où Balthazar Gelt a touché pour la première fois un deuxième vent, où Valten s'est illustré au combat contre un grand immonde, et la première apparition des morts qui viennent aider justement les vivants, donc la première apparition de Vlad au nord. Alderfen, eh bien, lors de l'assaut, je vous rappelle qu'il y avait un grand immonde, un fameux grand immonde de Nurgle, et un seigneur de Nurgle, hein, Festark, je sais plus quoi, un nommé, enfin entre guillemets un nommé, on ne le connaît pas, hein, bien sûr, c'était un perso lambda, mais qui était reconnu comme étant un nommé de Nurgle, et malheureusement ce gars s'est fait défoncer. Cet élu de Nurgle à la bataille d'Alderfen est mort face au compte électeur de l'Ostermark, et le grand immonde s'est fait bannir. Ce qui fait que, du point de vue de Archaon, eh bien, il a perdu un de ses 4 généraux principaux. Et comme par hasard, rendez-vous compte, c'était un gars qu'on connaissait pas. C'est dingue, hein. Salut Komodo. C'est dingue quand même. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. Hein. J'active ma carte fusion. Pire que ça. Les 3 autres généraux dont il dispose, ces 3 autres généraux qui dirigent littéralement des invasions, donc des gars, hein, qui ravagent des pays entiers, hein. Vous en avez 3, bien entendu, vous les connaissez, chacun pour un des dieux. Il y a bien entendu Valkia la sanglante, Valkia qui dirige les forces de Khorne, qui sont concentrées à Nagaronde et qui piétinent un peu en Nagaronde, mais vous allez comprendre ce qui se passe quand on parlera de Kane par rapport à Nagaronde, qui est assez anecdotique. Il y a bien sûr Slaanesh, qui est commandé par les forces de Sigvald. C'est lui l'élu de Slaanesh et qui commande l'énorme groupement qui a ravagé Kislev et les côtes de Norska et de Kislev. Donc Slaanesh est plutôt consacré à attaquer Kislev. Et bien sûr Tzeentch aussi. Tzeentch qui est commandé par les forces de Vilich. Vilich le maudit, hein. Donc vous savez, c'est les Siamois, hein. C'est le petit malingre chaman qui dirige son frère bourrin et costaud. Et ces 3-là disposent donc de leur force d'invasion et sont tous des généraux de Archaon au point de vue de la force des 4. Voilà, plus de la force des 4 dieux du chaos. Mais à la bataille d'Alderfen, Archaon vient de perdre son élu de Nurgle. Donc, il se trouve un peu dans la panade parce qu'il sait que, même affaibli, les peuples du Sud sont trop forts. Même pour l'invasion du chaos. Alors qu'on est d'accord, on ne le ressent pas du tout, hein, dans le roman. Mais Archaon explique que non, on ne peut pas attaquer maintenant. Si on attaque maintenant, on va se faire défoncer parce qu'il nous manque un Nurgle. Si on y va maintenant, les autres ne sont pas assez affaiblis. Il faut d'abord qu'on affaiblisse les 3 peuples principaux du monde de Warhammer. Il faut qu'on affaiblisse les elfes, il faut qu'on affaiblisse les nains, il faut qu'on surtout qu'on affaiblisse les humains. L'Empire, sinon, va nous mettre des bâtons dans les roues. Je vous rappelle qu'Archaon, il connaît l'Empire. Et c'est tout simplement juste quelqu'un qui va venir lui murmurer le nom des frères Glotkin, enfin les frères Glot, véritablement. Et ce quelqu'un, ce n'est ni plus ni moins que Kugat, lui-même, littéralement la carte Kugat, le démon majeur favori, entre guillemets, de Nurgle, celui que vous connaissez par tout à l'heure Warhammer 3, qui va lui murmurer à Archaon: j'ai des champions pour toi, j'ai les nouveaux champions de Nurgle, les frères Glot, va les chercher, ils sont en Norska. Enfin non, ils sont pas en Norska, je crois qu'ils sont encore dans les Désolations du Chaos. Va les chercher, ils deviendront tes nouveaux héros. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, c'était pour vendre, nouvelles figurines, etc. Regardez, on met de la nouveauté, ce qui est toujours intéressant, la nouveauté, ça ne me dérange pas. Mais quand t'as Festus,
qui est quand même un personnage qui est vachement intéressant, mais qui n'est qu'un héros, contrairement à Valka qui est un seigneur de guerre, Village qui est un seigneur de guerre et Sigval qui est un seigneur de guerre. Et bien si vous regardez bien, Nurgle n'a pas de seigneur légendaire. Il n'a que des héros légendaires dans le livre de règles des guerriers du chaos. À moins que je me trompe, mais je ne crois pas. Et je parle bien de guerriers du chaos, parce que, comme le dit Archaon, il ne veut pas que ses généraux principaux ce soient des démons. Parce qu'il trouve les démons trop versatiles. Parce que je vous le rappelle, les démons, même les princes démons, ils sont obligés d'être alliés avec un seul des dieux. Ils ne peuvent pas être multi. Ils peuvent pas. Tous ceux qui deviennent démoniaques, ils jurent allégeance envers un seul dieu. Tandis que les guerriers du chaos, en eux-mêmes, même si ce sont un guerrier du chaos de Khorne, comme Valka, de Slaanesh, par rapport à Sigval, ou de Tzeentch par rapport à Village, eh bien, ça reste des hommes. Ça reste des gens qui n'ont pas atteint l'ascension et l'immortalité, et donc qui ne sont pas totalement soumis à un dieu, parce qu'ils ont plus leur âme du tout. Bon, ils n'ont plus grand-chose, on est d'accord. Mais Festus, je trouve qu'il a pas la carrure perso d'un seigneur légendaire par rapport aux autres. Non, il n'a pas la carrure, c'est sûr, c'est un médecin fou, hein, Festus, qui a d'ailleurs une importance colossale hein, dans le roman, hein, bien entendu qu'on va parler. Mais pour l'instant, gardons le spoil pour plus tard. Depuis le d'accord, les princes démons sont obligés d'être monodieux, il a créé sa propre règle. Exactement, Scar. Et justement, Archaon va donc retourner au nord, dans les désolations du chaos. Il prend son temps, c'est même déclaré dans le roman, il prend son temps pour envahir le sud, parce qu'en fait, il veut envoyer en premier Nurgle. Il veut envoyer Nurgle en premier. Il ne veut pas envoyer les corneux en premier, qui sont pourtant les plus bourrins. Non, il ne veut pas envoyer les Tzeentch, qui sont ultra puissants en magie. Il ne veut pas envoyer les Slaaneshi, qui sont ultra doués en corruption. Non, il veut envoyer Nurgle. Il veut envoyer Nurgle. Pourquoi? Parce que Nurgle, du point de vue d'Archaon, c'est les meilleurs pour ouvrir la voie. C'est les plus tanky, c'est ceux qui sont extrêmement puissants en début d'invasion, parce que c'est là où tous les maux se réveillent. Et surtout, s'ils sont vaincus, s'ils sont vainqueurs par rapport à l'Empire, si les frères Glotte arrivent à vaincre l'Empire, Archaon n'aura plus qu'à arriver à suivre leur chemin et, en un claquement de doigts, à gagner la guerre, parce que sa tête de pont aura été suffisamment puissante. Mais il sait, lui, donc déjà il est gagnant. Mais s'ils sont perdants, si les forces de Nurgle sont perdantes du côté de Archaon, de son propre point de vue, c'est pas grave, parce qu'ils auront très certainement fait énormément de dommages. Parce que pour arrêter une invasion de Nurgle, c'est très compliqué, surtout quand tu n'es qu'un simple humain, que tu n'es pas un immortel. Arrêter Nurgle, ça veut dire certes arrêter les plus tanky du monde de Warhammer en termes de vendeurs, en termes de démoniaques, en termes d'ennemis, entre guillemets, mais c'est surtout aussi arrêter tout ce qui va avec. Les miasmes, la corruption de la maladie. Quand tu te butes un mec de Nurgle, tu as une chance sur 6 de survivre à la maladie qui va te choper derrière. C'est très compliqué d'arrêter Nurgle. C'est pour ça qu'Archaon veut les envoyer en premier. S'il gagne, pas de souci, il aura qu'à suivre la glu et la bave qui traînent derrière et il achèvera l'Empire au bon moment. S'ils sont vaincus, les Nurgle, c'est pas grave. Ils auront causé tellement de dommages et auront répandu tellement de saloperies qu'il va pouvoir justement finir l'Empire avec une nouvelle invasion qui arrivera juste derrière. C'est le plan d'Archaon. Mais ce plan n'est pas unique. Ce plan n'est pas unique parce que Kugat, donc le démon majeur qui lui murmure le nom des Glotkin, qui sont, enfin des Glotkin, hein, Kin, vous savez, c'est genre la famille, le clan, entre guillemets. C'est pas clan, mais bon, ça s'entend un peu comme ça. Kugat, vu qu'ils sont 3, ce sont des triplets, hein, les frères Glott, je vais les présenter juste après, vite fait, parce qu'on va pas passer la soirée dessus. Lisez le bouquin, encore une fois, je suis là juste pour vous présenter ce qui se passe. Kugat donne pour les frères Glotkin et l'invasion de Nurgle, qui sera la tête de pont, 3 vasques, 3 vases. Et ces 3 vases sont littéralement, on va le dire maintenant, les 3 vases sont pour les frères, les 3 frères, qui vont bien sûr se dispatcher, vous allez comprendre, et surtout, sont littéralement le scénario. Voilà. C'est le raccourci scénaristique. C'est littéralement... Alors, on n'est pas sûr que ça passe tout de suite, alors que vous avez vu tout ce qu'on a vécu déjà hein, sur cette stream en parlant de la fin des temps. Le monde du Sud, il est déjà presque à genoux. Hein.
Mais le roman t'explique que non, ils sont encore trop puissants, le Sud. Donc Kugat, il arrive avec ses 3 amphores, et à l'intérieur, il explique que dans ces amphores, il y a des miasmes, il y a une maladie qui est tellement puissante, qui est tellement virulente, que si jamais il la libère, et d'ailleurs il faut la libérer, mais à des endroits spécifiques, s'il la libère, elle sera capable de corrompre le monde physique, mais le monde aussi des dieux. Un démon majeur par vase. Ah non, 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 c'est beaucoup plus puissant qu'un démon majeur. C'est littéralement une maladie qui est capable de traverser les plans. Voilà. C'est vraiment des vases de scénario. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. C'est la piste de leur gueule en somme. On pourrait dire ça. Et donc Archaon va trouver les frères Glotkin, ces fameux triplets, en train de massacrer des mecs dans les désolation du chaos. Entre gars et du chaos, bon, on s'affronte parce que je suis le plus fort, etc. Est-ce que Marienbourg a renforcé l'Empire entre deux streams? On va justement parler de Marienbourg ce soir. C'est plus fort que les Petken. Oui, c'est littéralement plus fort que les Petken. Alors, littéralement. Parce que les Petken, tu dois la tenir pour tuer le dieu. Là, t'as juste à casser l'amphore et le monde du dieu va s'effondrer. Et le monde physique aussi. Voilà. Facilité scénaristique. Donc, les frères Glott. Qui sont ces frères? Eh bien, comme vous le comprenez, ce sont des triplets. Ce sont des triplets. Alors, excusez-moi, je vais reprendre mes notes parce que bon, je ne les connais pas tous par cœur. Vous avez le premier de la portée qui s'appelle Otto, je crois. Donc, c'est celui en haut avec sa faux. Otto qui est le premier-né de la triplette des Glott. Vous avez Eckhart. Merci Caius Manus, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Attendez, vous avez Etrak. Alors E-T-H-R-A-C. Etrak. Si Otto c'est le combattant, Etrarch c'est le mage. Donc vous avez un combattant, plutôt commandant, enfin commandant à la Nurgle, hein, donc très 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 jovial, qui s'amuse tout le temps en découpant des têtes par dizaines. Vous avez Etrak qui est celui qui veut tout apprendre, qui veut donner plein de vie, qui veut faire plein de sorts parce que ça c'est trop bien, il y a plein de trucs à faire. C'est un sorcier de Nurgle, vous l'avez compris. Et vous avez Gurk. Alors Gurk ou Gruk, je sais pas comment il s'appelle. Je cherche... Gurk, voilà. G-H-U-R-K. Otto, Etrak et Gurk. Pas Kirk, c'est Gurk. Et Gurk, de la triplette, c'est le dernier. C'est le dernier né des triplets. Mais surtout, Gurk était le plus beau de tout son clan. Il était un nordique magnifique qui faisait tomber toutes les donzelles. Il était aussi le plus frêle par rapport au nordique, etc. Et il a reçu tous les bienfaits de Nurgle en termes de puissance et de résistance, en ayant laissé un peu son âme au passage. Il est littéralement devenu un monstre colossal parce qu'en fait, il bouffait énormément de viande crue dans le monde de Warhammer, très proche du chaos, hein, dans le monde de la Norska. Et tout simplement, vous avez dans les triplets une habitude qui s'était développée, que ce fameux Gurk, tellement grand, devenant de plus en plus grand, de plus en plus fort, ses frères montaient sur son dos pour combattre. Merci Kefas aussi pour le follow et bienvenue parmi nous. Et tout simplement, cette triplette est maintenant connue comme étant ce monstre à 3 têtes. C'est bien 3 personnes différentes, hein. Vous avez un enfant du chaos gigantesque qui est Gurk, qui est plus un monstre qu'un enfant du chaos. Vous avez Etrak le mage et vous avez Otto, le plus grand, le plus fort, celui en tout cas qui veut être comme ça parce qu'il est le premier né. Seigneur Archaon, si j'ai bien compris, on doit aller dans le nord chercher des frères consanguins qui puent. C'est littéralement ça. Gurk a bouffé les trolls crus ou quoi? Non, non, il a juste bouffé beaucoup de viande. Et tout simplement, donc Otto, énorme bretteur, excellent. Il a même la capacité de lancer sa faux et qu'elle revienne dans sa main parce que what the fuck la logique. Même Galmaraz, un jour il fait pas ça, mais bon, c'est pas grave. Vous avez Etrak et ses pouvoirs magiques, et vous avez Gurk qui est la force incarnée, qui est un tank littéralement, et qui en plus a une capacité, Gurk, s'il bouffe des gens morts, il se soigne, s'il bouffe des gens vivants, il y a une chance qu'il les rééjecte analement en enfant du chaos. Donc c'est une machine à enfant du chaos. C'est Astérix, Obélix, c'est Panoramix. Non, c'est Idéfix en bas, tu reconnais pas? C'est pas Panoramix.
Il a des tendons liés à sa faux, c'est logique. Ah, dégueulasse. Il y a la trinité, tank, DPS, mage et un perso. C'est ça. Ben cool. Donc voilà un petit peu ceux qui vont être choisis par Archaon, qui ont été choisis aussi par Nurgle, parce que Kugat est un envoyé de Nurgle. Et tout simplement, étant donné que Archaon est censé commander toute l'incarnation du chaos, c'est Archaon qui est envoyé dans le nord pour aller récupérer les frères Glott. Voilà comment ça se passe pour ce qui est du recrutement. Les frères Glott, bien sûr, sont extrêmement contents de pouvoir être les nouveaux héros de Nurgle et tout simplement vont décapiter leur ancien chef Norscan. Et ce sont des Fjordlings. Alors pareil, je crois que j'avais jamais entendu parler de ce clan avant qu'ils arrivent, parce que je m'y connais pas très bien en Norska. Ils vont retourner dans leur clan, dans un de leurs clans rivales, ou leur clan d'origine, mais qui a été vaincu par un autre clan. Ils vont décapiter le seigneur de guerre et ils vont prendre sa place à la Norscan, quoi, et devenir de nouveaux rois de Norska, les fameux frères Glotkin. Donc, ça, c'est leur ascension qui est assez rapide, hein, c'est dans les 10 premières pages du bouquin, où ils deviennent les héros de Nurgle. Et comme ils ont une mission, ils ont 3 amphores, mais ils savent qu'il ne faut pas aller tous au même endroit. Aller tous au même endroit, t'es trop facilement téléguidable, t'es trop facilement contré et encerclé. D'où, justement, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, le plan d'Archaon, qui est d'attaquer avec les forces de Nurgle sur 3 flancs. Attaquer sur 3 flancs les impériaux pour qu'ils dispatchent leurs forces, tout simplement, pour se rendre tous à Aldorf et achever l'Empire. Quant à la Val d'Archaon, l'ascension est facile. Tu as littéralement le PDG qui te pistonne. Ah bah c'est littéralement la Chaos Corp. Alors là, piston Chaos Corp complet. Donc, ils sont pas assez nombreux. Ils peuvent jamais se séparer. Hein. Les frères Glott, sachez-le, ils sont toujours ensemble. Ils refusent à se séparer. Ils savent qu'ils sont très forts que quand ils sont tous les 3. Donc les frères Glott vont recruter du monde. Ils vont recruter du monde en Norska en faisant tout simplement appel au scénario. Parce que le scénario, vu qu'il y a des nouveaux héros de Nurgle qui sont nommés, eh ben, ça attire d'autres héros de Nurgle. La carte de l'Empire est rapetissée. Non, c'est toujours la bonne. Hein, parce que tout ça, c'est Kislev normalement. Mais Kislev est mort. Hein. Kislev est mort, elle n'existe plus. Et d'ailleurs, le bastion est en train de percer sur le flanc est. Ils vont recruter des gentils monsieur du monde de Warhammer, pareil, qu'on ne connaissait pas avant, qui sont tous des inventions de la V8, à moins peut-être du Spum. Je ne sais pas si Spum était là ou pas. Donc vous avez 2 autres généraux de Nurgle qui vont être sous l'aval, bien entendu, des frères Glott, les 2 autres axes d'attaque. Il va y avoir 3 autres monstres. Vous les voyez au fond là, vous les voyez là. C'est 3 chevaliers, entre guillemets, 3 chevaliers de Nurgle qui montent des créatures qu'on n'a jamais vues, bien sûr, encore une fois, c'est la fin des temps. Nouvelle figurine à acheter, achète, bien sûr. Et ces 3-là sont littéralement un peu comme les frères Glott, sauf qu'ils ne sont pas tous au même endroit. Ce sont 3 chevaliers qui se suivent. T'en as un qui a du sang de démon en lui, donc il est à moitié guerrier du chaos, à moitié démon. T'en as un autre, c'est un mage extrêmement connu, et t'en as un autre, c'est à moitié un Nurgling, etc. Enfin bref. On en reparlera de toute façon, ces personnages-là. Ce sont des monteurs de maggot, je sais pas quoi. C'est un mot qui n'est pas traduit en français. Les 3 sont inventés pour la fin des temps de souvenir. Oui, c'est ça. Hein, mais tous ceux qu'on parle, ce sont tous des inventés pour la fin des temps exprès. Et ces gars-là vont retourner en Norska parce que l'appel de Nurgle a appelé. Et on va leur donner une amphore. Et eux, leur mission, elle va être presque simple. Elle va être de passer, voilà, c'est ça, de passer par Erengrad. Voilà. De terminer en fait le nord, d'exploser le nord. Est-ce que tu penses que CA les ajoutera? C'est possible. Après, CA, ils n'ont pas fait l'erreur de mettre les Glotkin. Ils ont mis Festus en seigneur de Nurgle, tu vois. Moi, j'aurais préféré faire ça. Et en fait, tout simplement, ils vont ravager le nord de l'Empire, attaquer le ventre mou, c'est-à-dire le flanc de Kislev, parce que tout le monde sait que Kislev, c'est extrêmement mou comme peuple. Et surtout, c'est ce trio de monteurs de monstres de Nurgle, ce trio de chevaliers de Nurgle, vont rejoindre le fameux Fort d'Airain. Vous savez, c'est ce fameux fort qu'on connaît dans le monde de l'Empire, hein, qui est connu dans le lore, comme étant l'un des derniers bastions de guerriers du chaos depuis Asavarkul, enfermé dans les monts du milieu que personne n'a réussi à déloger.
Et ces gars-là, leur but, vu qu'ils ont des créatures qui sont capables de gravir les montagnes comme si c'était le cheval de Skyrim, ils vont tout simplement aller chercher du renfort. Ils vont partir qu'à 3, les gars. Hein. Ils vont partir qu'à 3. Mais ils vont passer par le centre de l'Empire. Et après, juste leur mission, c'est de prendre Talabheim. On va dire que c'est facile. On va dire que c'est facile. Mais pour tout ça, pour faire tout ce plan, les Glotkin ont besoin de quelque chose. Quelque chose qu'ils n'ont pas pour l'instant. Ils ont besoin de navires. Parce qu'ils sont Norscan et que, pour contrer la stratégie de défense de l'Empire, qui je le rappelle avec le bastion de la foi est imprenable, même s'il est fissuré, il va se fissurer de plus en plus, mais plus tu attends, plus ça permet au sud de s'allier ou de survivre aux attaques intérieures, donc il faut attaquer maintenant, mais avec les forces de Nurgle parce qu'elles sont plus tranquilles, la maladie, etc., etc., etc. Mais il leur manque les flottes. Donc, si ça c'est pas si bien, le troisième seigneur de la déchéance qui sera allié avec les Glotkin, la troisième vague d'invasion, sera dirigé par Guthroth Spum, le seigneur des tentacules. Et je ne me souviens pas qu'il existait, lui. Alors, je ne suis pas sûr qu'il existait. C'est vraiment entre guillemets. Nomad TV, salut à toi. Je ne sais pas si vous... ça fait une semaine quasiment que je n'ai pas touché au Lord Warhammer, que je n'ai pas beaucoup révisé, mais je ne sais pas si Guthroth Spum, il existait avant. C'est peut-être le seul qui aurait peut-être une base dans le lore de Warhammer. Avant la fin des temps, en tout cas. Nous étions 3 et par un pro en port, nous sommes des milliers, c'est ça. Ce perso est l'incarnation d'une certaine littérature japonaise. Exactement, Yamete, c'est ça, complètement. Guthroth Spum, pourquoi ils le choisissent? Pourquoi ils ont besoin de ce personnage? Parce que Guthroth Spum est un seigneur Norscan, le seigneur Norscan qui possède la plus grande flotte. Et comme par hasard, il est Nurgle. Quand même. Si c'est pas bien fait un scénario quand même. Et surtout, c'est important. C'est un Norscan. Ils sont pas connus du tout pour avoir des forêts, on est d'accord. Mais c'est un Norscan qui possède la plus grande flotte Norscan, capable d'emmener les 3 forces d'invasion. Salut Jonah, j'espère que tu vas bien. Sur la bibliothèque impériale, je ne trouve pas de mention de Guthroth avant la fin des temps. Mais je crois aussi, mais même sur le lore de lui-même. Mais je pense que ça aurait été un personnage qui aurait pu exister dans le lore de base. Mais c'est déjà le premier problème que je trouve vraiment par rapport à tout ça. Un tout petit peu de logique. Juste un tout petit peu pitié. Pitié. Autant Luthor Harkon, je dis rien. Luthor Harkon qui a une flotte de plusieurs dizaines de milliers de navires. Mais en même temps, le mec, il a fédéré tous les pirates de la côte vampire et le mec il est mort vivant, il peut relever littéralement des cadavres de vaisseaux, ok. Mais les Norscan, ils les trouvent où les bateaux? Non parce que... Voilà. Non parce que je trouve ça un peu quand même facile que tu aies assez de navires pour tes 3 hordes. Pour tes 3 hordes. Évidemment, si on élimine les flottes Elf, Elfe Noir, Bretonnienne, Naine, Impériale aussi, hein, oublie pas. Est-ce qu'il y avait non, des renforts des Verminarques alors quelques héros de Nurgle avec une flotte, ça passe? Oui, non mais voilà. C'est une des petites incohérences que je trouve, mais ça peut s'expliquer. Ils ont fédéré tous les peuples Norscan, ils ont suffisamment de navires, etc. On le sait, hein, les Norscan sont l'un des meilleurs peuples navigants, hein, peut-être même les meilleurs humains sur les fleuves, sur les mers. Dehors des 3 mecs plutôt du coup. Oui, c'est vrai, Intech, tu as raison, je suis mauvaise langue. Donc oui, après s'il a fédéré, puis pareil, c'est du Nurgle, donc c'est des créatures. Parce que oui, il t'explique que les navires de Guthroth Spum, c'est pas des navires normaux, hein, c'est des navires monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a littéralement un navire qui est capable de s'ouvrir comme une bête pour t'avaler, avec des tentacules, justement. Donc voilà, c'est pas n'importe quelle flotte, c'est de la flotte magique, etc. Avec toute la Norska, en vrai, ça passe large pour avoir assez de navires, c'est littéralement les Vikings. Eh bien, c'est là où je veux en venir, Scar. Parce que les navires de Guthroth Spum, tu comprends dans le roman que c'est pas du tout des dracars, c'est des fucking galions avec des canons. Hein?
guerrier du chaos, Nurgle et canon. Est-ce que vous voyez la triplette du loto là? Voilà. La Sainte Trinité. Oui, ils ont des canons, ouais. Overcome Adapt. Ils les sortent d'où les canons? Ils ont inventé le Joker nain du chaos sorti du cul de mamie. Canon ou canon apocalypse? Canon de bordée, pas canon apocalypse. Nani? Ça fait beaucoup là, non? Bah, vous avez compris que ça va être une force d'invasion qui va péter les gueules ou pas? Je vais vous en parler, mais ces gars-là ont des canons. Ils ont même pas des navires à vapeur. J'avoue, Dark Flame, ils auraient pu faire l'effort. Les bateaux bretonnais, ils ont des canons aussi. Oui, les bateaux bretonnais ont des canons, je suis d'accord. Mais en Orska, la poudre à canon pour une flotte de 3 forces d'invasion. D'accord, mais bon, enfin bref. C'est du détail, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, la force d'invasion est prête. Maintenant que je vous ai expliqué qui sont les 3, ils sont au fond à gauche, regardez bien, les Glotkin, qui vont envahir l'Empire par la cité qui a fait sécession il n'y a pas si longtemps. Ils vont attaquer Marienbourg. Vous avez Guthrotspum qui va couper à travers la Dragwald pour rejoindre tout de suite Aldorf. Et vous avez la triplette des monstres Magotkin qui, eux, vont passer par le Fort d'Airain, par Erengrad, le Fort d'Airain, et ensuite tomber sur Aldorf. Parce que ce sont techniquement les plus rapides par les voies terrestres, vu qu'ils ont ces fameux monstres. Scénario de joueur de Nurgle. Alors je persiste dans mon hypothèse que c'est la flotte de Bordelot qui a disparu. C'est tout à fait logique, Sugaki, en pensant comme ça. Je pourrais tout à fait être d'accord avec cette hypothèse. Et donc ce soir, ce dont on va parler, ce n'est pas du côté de Guthrotspum ou des 3 monteurs de monstres. On en parlera dans les chapitres suivants, bien évidemment. Je vous l'ai dit, il y a 4 chapitres pour ce roman. Donc vous avez bien compris qu'est-ce qui va se passer dans ces 4 chapitres. 4 ou 5, je ne sais plus. Et tout simplement, on va parler ce soir de l'invasion par l'ouest. On va parler de la grande invasion qui contourne toute la côte impériale pour attaquer ni plus ni moins que Marienbourg. Cette force d'invasion est sous commande de Guthrotspum qui gère ses navires, bien évidemment, et bien évidemment, l'assaut sur Marienbourg sera par les frères Glott. Ils ont des sous-marins nucléaires aussi, tant qu'on y est. Bah, tu vas voir qu'ils ont pas loin de ça, en fait, Wildebar. Tu vas voir qu'ils ont pas loin de trucs comme ça. Bien évidemment, contourner l'Empire par le nord en faisant toute sa côte, ça fait passer les Nordiques pas très très loin, bien évidemment, des côtes d'Ultuan. Oui, évidemment, il y a ivresse de ce côté-là. Côtes d'Ultuan qui font peur même à Guthrotspum. Hein. Guthrotspum qui explique justement aux frères Glott qu'il faut longer la bordure de l'Empire, être très très proche des forts impériaux, c'est ça qui rend dangereux la traversée, pour rejoindre Marienbourg. Ils vont se faire voir, il faudra détruire fort après fort pour pouvoir ne pas être vus. Et les frères Glott, tout ça, ils leur disent mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on contourne, on longe l'Empire? Pourquoi on ne contourne pas par les grands fonds et qu'on attaque directement Marienbourg en essayant de surprendre les autres? Parce qu'il t'explique que Guthrotspum, qui a la plus grande flotte de Nurgle avec des canons qui sont des bateaux monstres, des bateaux monstrueux littéralement, il t'explique qu'il y a les elfes. Et que les elfes lui font peur. Il lui dit mais non, on est 2 forces d'invasion qui vont passer par là, la 3e passe par Erengrad, faut pas qu'on se fasse choper. Donc faut pas qu'on passe par les mers, les hautes mers, faut qu'on passe par les bords. Et les frères Glott vont dire non mais j'en ai rien à foutre. RAF. Complètement. Ils vont passer par les grands fonds et ils vont tomber sur toute une flotte elfique. Littéralement. Ils vont tomber sur une flotte entière elfique envoyée pour les arrêter. Nous avons dit mon place de cabotage. Oui, c'est ça, tout à fait, Nomade. Et heureusement qu'ils sont cons quand même. Et bien entendu, je vous le fais en 1000. Pareil, je vais pas énormément vous détailler les batailles. Hein. Je vous le fais en 1000. La flotte elfique va se faire ouvrir en 2. Mais vraiment. Les elfes, et je parle des hauts elfes, hein, meilleurs marins du monde, se font ouvrir en 2. Mais vraiment. Genre, ils n'arrivent même pas à aborder les navires nordiques.
Il y a même des Nordiques qui envoient des espèces de grappins géants pour attirer les navires elfiques vers leurs propres bateaux, et pas pour les aborder eux, Serment et mais honneur. pour que les bateaux ouvrent leurs fameuses gueules tentacules pour bouffer les bateaux adverses. La poudre était mouillée eux aussi. Merci Dropo, merci énormément pour ton 10e mois de sub. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire comme lui pour tout le monde. Merci d'avance. C'est bien pour vous expliquer que la flotte elfique, elle voit débarquer ça, elle fait ok, ben on va tenter de les arrêter. Elle meurt par 95%, mais totalement anecdotiquement. Hein, vraiment, ça se passe en 2 pages. Wow. Ouais, c'est ça. Ça se passe en 2 pages. Voilà. Donc ils avaient la trouille d'un ennemi qui au final ont éclaté en 2. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'était pas les pirates mauves. J'ai la ref. Le scénario est puissant dans la force en ce moment. Ah, complètement. Donc, totalement anecdotique de rencontrer une flotte aux elfes complète avec la force d'invasion de Gutrotspum et des frères Glott. On en arrive à la bataille de Marienbourg. Alors là, pareil aussi, je vais aller assez vite. Enfin, pas assez vite, mais quand même, on va essayer un petit peu de ne pas faire des streams trop longs parce que c'est quand même mes vacances. Le stream ne sera pas trop long. Marienbourg, on connaît cette cité, hein, une cité sur le Reik, bien évidemment, une cité lourdement fortifiée, bien évidemment, l'une des cités les plus riches du Vieux-Monde, qui transite énormément avec les Hauts-Elfes, qui transite avec la Lustrie, qui transite bien sûr avec l'Empire lui-même, la Bretonie, bien évidemment. Lorsque la flotte de Gutrotspum et surtout les frères Glott arrivent à Marienbourg, ils se disent mais attends, qu'est-ce que c'est que ces fortifications gigantesques? On nous avait parlé qu'on pouvait le prendre en une après-midi à Marienbourg. C'est de la bulle. Genre, même encore une fois, hein, les Nordiques, qui sont à une pleine puissance en ce moment de l'histoire, sont surpris et se disent putain, on va se faire défoncer quand ils voient les fortifications de Marienbourg. Bien évidemment, en longeant la côte, parce que ils ont été obligés de longer la côte, et surtout les elfes ne sont pas tous morts, certains se sont enfuis et ont prévenu l'Empire. Ils ont prévenu l'Empire, genre attention les mecs, il y a une force d'invasion qui vous arrive par l'ouest. Bien entendu, Marienbourg est entre guillemets prête. L'embouchure du Reik sur l'ouest est totalement verrouillée par des centaines de navires commerçants non militaires de toutes les flottes du Vieux-Monde, des Bretoniens, des Impériaux, des Marienburger purs, plusieurs mercenaires de Sartosa, etc. Énormément de mercenaires également présents, bien entendu, à Marienbourg. C'est la cité des mercenaires, hein, littéralement, comme à peu près Sartosa et les principautés frontalières. Ça nous explique que la cité est non seulement extrêmement protégée par ses murailles, mais en plus possède une flotte gigantesque. Marienbourg n'est pas indépendante, si. Mais elle a des amis partout, entre guillemets. Tellement de thunes au même endroit, c'est ça. Exactement, c'est qu'il y a beaucoup de thunes au même endroit. Et c'est là qu'il t'explique, le roman, que il va se faire un siège. Il va se faire un siège de la cité, qui est un peu con, parce que t'as rien qui empêche l'Est d'avoir des renforts. Tu te dis, mais c'est complètement stupide. Et en fait, pareil, Gutrotspum, il fait, bah non, bah on va faire un siège, on va tenter même de contourner par le nord. Moi, je vais contourner par le nord avec mes troupes, et on va essayer de la prendre à 2, etc. Et les frères Glotkin, ils font, non, mais on s'en fout. On s'en fout, on avance, on fonce. Parce que on va se mettre d'accord, les frères Glott, c'est pas les meilleurs stratèges du monde. C'est des mecs de Nurgle, hein. C'est allez, t'inquiète, viens, on va s'amuser. Merci mon bébé Yarik, merci beaucoup pour ton 19e mois de sub, merci beaucoup. Les frères Glott vont lancer l'assaut maritime, bien sûr, hein, pour attaquer Marienbourg. Littéralement par le golfe, hein. Ils vont attaquer par là où vous voyez, hein, par l'ouest. Par littéralement l'endroit où il y a des canons partout. Mais ils ont un truc avec eux que les impériaux n'ont pas vu venir. Enfin, que les Marienburgers n'ont pas vu venir. Alors au début, il t'explique que les bordées de Marienbourg font des dégâts assez considérables dans les bateaux de Nurgle, mais les bateaux de Nurgle continuent de flotter parce qu'ils sont portés par des créatures. Et que les bateaux nordiques de Nurgle, qui sont des Norscan, ont des canons et ripostent sur les bateaux de Marienbourg. Alors ça, je m'en remettrai pas. Et c'est là que les frères Glott se disent, attendez, on a quelque chose. On a une jarre. Un vase de Nurgle.
l'autre est avec Guthrudspum, l'autre est avec les monteurs Maggot King, je sais pas comment ça s'appelle là. Et c'est là qu'ils se disent, les frères Glott, on va mettre ça dans une catapulte et on balance ça sur les quais de Marienbourg. On va voir ce qui se passe, on sait pas. C'est des calots de Nurgle, ça peut être que du bien. Bien entendu, ils vont balancer la vasque qui va éclater sur un des quais de Marienbourg et va instantanément s'ouvrir littéralement le Jordan de Nurgle. Alors, je vais un peu vite en besogne. Mais, lorsque la jarre va exploser, toucher quelque chose, directement une espèce de mousse noirâtre, champignonesque, va se développer à une vitesse exponentielle. Il va recouvrir non seulement les quais, les murs, le sol, mais aussi le Reik lui-même, jusqu'à former une couche entière de vases, de mousse, de champignons qui se répand non-stop. C'est vraiment, ça ne s'arrête pas. Depuis le point névralgique, et qui va même jusqu'à, tellement ça pousse vite et tellement c'est envahissant, péter les fortifications de l'intérieur. Fortifications construites par les nains, je le rappelle. Et pour en rajouter au scénario, les navires humains, enfin non nordiques, n'arrivent pas à se déplacer dans la vasque, enfin dans la vase germante, mais par contre les bateaux de Nurgle, comme un P sur une plaque de verglas, comme dirait Mevanui. Non, c'est pas Mevanui, c'est la mère de Arthur. La belle-mère de Arthur. Ikit avec sa bombe atomique vient de développer un syndrome de l'imposteur, j'avoue. Pougat 1, les nains 0, c'est ça. Il n'y a pas les cultistes pour justifier la facilité scénaristique. Attends la fin du roman, Sion 6. Un P sur une toile cirée. Scénarium puissant. Très puissant. Donc, les navires vont se faire avoir comme ça, et la flotte d'invasion va arriver à accoster pour combattre. Sauf que, bien entendu, les mercenaires Marienburger vont se faire défoncer hein, dès que les Nordiques qui ont passé quand même plusieurs semaines en navire sans tuer quelqu'un, il leur manque quelque chose, hein, d'accord, il faut qu'ils se dépensent un peu. Ils vont libérer hein, dans la ville leur plus puissante force de frappe, hein, la grande avant-garde, hein, comme c'est décrit dans les régiments. Ils vont même aussi d'ailleurs catapulter les excréments de Gourk. Vous vous rappelez, hein, le gars qui... Donc lui, hein, le gros patapouf des frères Glott, qui, je vous rappelle, quand il mange quelque chose, quand il fait caca, s'il a mangé quelque chose de vivant, c'est un enfant du chaos. Et s'il a mangé quelque chose de mort, c'est des cacas mutants. Et ils vont catapulter les cacas de Gurk dans la ville. Les Norse. Parce que lorsque ces excréments vont tomber dans la ville et vont se faire rentrer en contact avec cette fameuse mousse des jarres qui, encore une fois, n'arrête pas de grandir, hein, vont instantanément se transformer en armée d'enfants du chaos qui popent dans la ville. Donc pour attaquer les défenseurs qui tiennent la ligne face aux Nordiques. Voilà. Imaginez maintenant ça sur Total War Warhammer. Les chaos de Nurgle sont tellement classe sur la photo. Ouais, j'avoue. Donc, bien entendu, la ligne de défense de Marienbourg se fait défoncer, hein, vous imaginez bien. Je fais un film sur cette bataille, j'avoue. Le caca, c'est plus fort que le mortier impérial. Ah, largement, mon pauvre Otmar. Et lorsque la ligne de défense de Marienbourg va s'effondrer et que les humains vont quitter la ville en panique en se disant « Oh mon Dieu, on est attaqué de partout, le caca se transforme en monstre, une mousse dégueulasse pousse partout, le Reik est bouché, au secours, au secours, au secours, au secours !» Eh bien, lorsque les Nordiques vont envasser en ville en se disant « Putain, ils se barrent, ça y est, on a gagné !» Et c'est là qu'arrive en ville, enfin, véritablement, c'est à ce moment-là que les pavés, lorsque quasiment tous les Nordiques auront pris position dans la ville, en train d'avancer, que les pavés de la ville eux-mêmes, recouverts de mousse encore une fois, vont se soulever dans quasiment tous les quartiers et que va ressortir de Marienbourg
une armée intégrale de morts-vivants. C'est pratique. Incroyable. Le comte Mundvar le Cruel, accompagné de Alicia von Underwald, bien évidemment. Bref, les morts-vivants sortent de terre pour bloquer les Nordiques. Sauf que, en fait, c'est pas une armée qui était là au cas où il y a eu une invasion à l'ouest, comme a pu faire Vlad, qui est un Mortark, je le rappelle, hein, un élu de Nagash, vers le nord. Nagash, il a envoyé Vlad avec le sans-nom et voilà Carcon au nord, 3 Mortarks neufs pour combattre au nord. Mais il a envoyé personne à Marienbourg. C'est juste que Mundvar le Cruel, ça faisait des décennies entières qu'il préparait une armée de morts-vivants pour surprendre Marienbourg au pire moment et en devenir le maître. Sauf que là, il voit que c'est la panique partout, que les Nordiques attaquent et il est en train de dire non, mais c'est ma ville, à moi. Donc, je me lève et je t'attaque. Et là, ça change tout. Ça change tout du côté des Nordiques parce que là, d'un coup, ils tombent sur des mecs qui en ont rien à foutre de la maladie, qui ont peur absolument de rien. À chaque Nordique qui meurt, un nouveau mort-vivant se lève en face. Et là, les Nordiques se disent mais attends, on n'attendait pas une résistance pareille. On rigolait bien avec les petits humains normaux. Pourquoi vous voulez pour rigoler? Et une nouvelle boucherie va entrer en compte contre morts-vivants et Nordiques. Le méchant Disney fait son apparition, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et tu vas comprendre, en fait, que ça va être totalement anecdotique. C'est terrible, là. Alors, ouais, t'as les sous-champions de Nurgle, enfin, qui sont d'ailleurs pas de Nurgle, qui sont des mecs de cornes, qui disent « Ah ah, je vais t'affronter, toi, la vampire !» Pouf, ils tombent sous le charme, ils se font défriter la tronche par les vampirettes. Puis les vampirettes se font défoncer la tronche par les monstres de Nurgle. Puis après, c'est le monstre mort-vivant qui attaque les frères Glotkin, qui le défonce en quelques minutes parce que le monstre est trop fort, c'est un Terrorgeist. Et que le Terrorgeist tue tous les enfants du chaos, mais bon, c'est les enfants du chaos, ils s'en foutent. Et que les frères Glott, ils comprennent que c'est le mage qui contrôle l'armée et qu'il faut tuer le mage. Et ils vont choper Mundvar le Cruel et ils vont le décapiter. Voilà, c'est... Pouf. Et à partir de là, l'armée mort-vivante qui vient d'arriver en Deus Ex Machina se fait défoncer. Elle aussi. Alors bien sûr, hein, les frères Glott, ils se font couper un bras. Mais en fait, Nurgle les a tellement bénis qu'ils sont plus régénérants que des trolls. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que les frères Glotkin, quand ils sont ensemble, ils sont littéralement immortels, ou presque immortels, parce qu'ils se recollent. Ils se recollent eux-mêmes. Mais tout ça... C'est pas fini. C'est pas fini. Attendez, j'ai pas fini. Mais tout ça, c'était sans compter sur les impériaux. Ben oui. Oui, parce qu'on a parlé des Marienburger avec leurs troupes mercenaires. On a parlé des contes vampires cachés sous la ville qui arrivent en Deus Ex Machina mais qui se font défoncer. Mais on n'a pas parlé des impériaux. Et pas n'importe quels impériaux. On n'a pas parlé d'une armée irrégulière entière du Reikland. L'une des meilleures armées qu'on peut avoir dans l'Empire à ce moment-là de l'histoire. Accompagnée juste des joueurs d'épée de Caraubourg. Les bretteurs les plus connus de l'Empire. Et d'ailleurs aussi les rivaux des Caraubourg. C'est-à-dire les lames livides. Les 2 régiments de joueurs d'épée les plus connus de l'Empire. Qui arrivent avec le général Aldred von Caraubourg, qui est donc de Caraubourg, donc du Middenland. Du Reikland, pardon, excusez-moi. Non, dans Caraubourg, c'est Middenland. Non, c'est Middenland, mais il est envoyé avec une armée du Reikland, envoyée par Aldorf. Et tout simplement, ces gars-là sont là parce que les elfes ont prévenu qu'il y allait avoir une invasion. Sauf qu'ils arrivent en retard. Donc ils arrivent en mode 3e vague. Donc tu as la première vague, Marienbourg, la deuxième vague, les morts-vivants de Marienbourg, la 3e vague, les renforts du Reikland qui sont en retard.
Et cette armée, qui compte 2 des régiments les plus célèbres hein, de l'Empire, bah, se fait défoncer. En fait, ils arrivent à tenir au centre de la ligne parce que tu as les mecs de Carobourg et les mecs des lames livides. Mais leur général est littéralement un énorme con. Et le mec, il charge tête baissée avec ses chevaliers dans les régiments les plus tankis. Et il laisse choper ses pistoliers par des créatures rapides, genre chien du chaos. Et une fois que les flancs sont bloqués, les frères Glott, ils arrivent en plein milieu avec leur énorme monstre, avec leurs frères, et ils percent la ligne, et là ça devient un carnage. Et il t'explique que quand c'est le carnage, ben, c'est les Nordiques qui gagnent et pas les Impériaux, parce que les Impériaux, il faut que ça soit bien organisé. C'est comme Manfred qui éclate 5 armées en les prenant une par une. On va dire ça comme ça. Et donc, l'armée régulière du Reikland, avec les 2 régiments les plus célèbres de l'Empire, disparaît en 2 pages. Voilà. C'est pas moi qui va vite, hein. C'est pas moi qui va vite. Comme je l'ai dit, ce roman est le plus court qu'on a. Et vraiment, je vous mens pas, hein. La bataille des Impériaux, c'est juste ça. Et il y a tout un pan du livre hein, qui est pris par une image. C'est juste ça. Sur tout le début qu'on vient de faire, là, l'armée régulière du Reikland, c'est juste ça, la bataille. Une page, recto verso. Vaut mieux éviter de souffrir. Ah là, les Halflings arrivent en renfort. 4e armée, allez, let's go. Ils avaient la flemme ou quoi? Ils auraient dû appeler la fin des temps la grande purge. Ça aurait été au moins le mérite d'être clair. Il est vrai, il est vrai. Donc, après une seule journée, Marienbourg n'existe plus et le flanc gauche de l'Empire est défoncé en une seule bataille. Voilà, voilà, voilà. Et, juste pour en rajouter une petite couche, hein, vous vous rappelez des champignons, de la mousse qui pousse expansionnellement? Elle ne s'arrête pas. Elle remonte le Reik et elle va recouvrir l'ouest de l'Empire. Au fur et à mesure, bien sûr. Mais c'est vraiment une invasion comme ça. Imaginez donc les 3 vases en scénarium. Là, ils n'en ont pété qu'un seul. Et tout le territoire des Westlands et un énorme morceau du Reikland est en train d'être recouvert de mousse de Nurgle. Salut Neps, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, notre patriarche, oui, il a été excommunié, c'est ça. Donc, voilà la première bataille de Glotkin. Juste pour vous faire un rapide résumé, quand même, parce que j'en ai pas parlé, de qu'est-ce qui se passe dans l'Empire à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans l'Empire à ce moment-là? Parce que bien sûr, là, ce n'est qu'un assaut. Et comme vous avez vu, il n'y a pas de compte lecteur, il n'y a pas de grand magicien, il n'y a pas de héros légendaire. En fait, il y a eu vraiment 0 perso légendaire à l'ouest à ce moment-là de l'histoire. Parce que, en fait, je vous le rappelle bien, Karl Franz est disparu. Hein. Karl Franz, là, pour l'instant, tout le monde le croit mort. Littéralement, tout le monde le croit mort. Mais il y a quelqu'un dans l'Empire. Alors, Karl Franz disparu, Balthazar Gelt excommunié, il reste plus grand monde. Il reste plus grand monde. Luthorus et Valten sont au nord, en train de repousser avec le peu de troupes qu'ils ont, les forces. Volkmar est mort. Volkmar est mort et remort. Il reste une personne qui va être très 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 centrale dans cette histoire de Glotkin. C'est El Moustache. Attendez, j'en ai un meilleur. J'aime mieux celle-là. Voilà, j'aime mieux celle-là. C'est Kurtelborg. Kurtelborg, le Rex Marshal. Kurtelborg, l'un des meilleurs breuteurs de l'Empire, avec justement Ludwig Sordwaffen, le porteur de la Grande Bannière. Kurtelborg, qui porte d'ailleurs un croc runique sur lui, hein, je le rappelle bien. Non, s'il porte un croc runique, je sais plus s'il porte un croc runique.
Je sais plus, c'est pas grave. Bref, il est, lui, le, euh, le général de l'Empire. Il est le grand gardien de l'ordre de l'Empire. Avant l'attaque des Glotkin, lorsqu'ils sont en train de constituer leur force au nord, Kurtelborg, il revient de la bataille de Effengen où il a perdu l'empereur quand même. Hein. Il est dans un état de dépression avancée, mais il est quand même très 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 pragmatique et il sait que c'est la guerre, il faut surtout pas relâcher, il faut que l'Empire reste uni. Et il a le croc unique du Soland, ouais, c'est ça, voilà. Et lorsqu'il va arriver à Aldorf pour voir le conseil des comptes électeurs, qui est réduit déjà de moitié, il va tomber sur 3 comptes électeurs qui veulent enrôler absolument tout le monde pour combattre le Nord. Il va croiser, ils vont vouloir embaucher des elfes, ils vont vouloir aller demander aux nains, ils vont même vouloir engager tous les habitants du Moutland pour combattre aux côtés de l'Empire, mais genre sans vraiment leur demander leur avis, du genre bah, on vous déclare la guerre si vous venez pas nous aider, donc pas la bonne solution. Il va tomber sur Boris Sodbrinder, bien évidemment le grand détracteur de l'époque, et en plus bien sûr un général et un compte électeur ultra important et imposant bien évidemment, qui va dire non mais je m'en fous du Nord, je m'en fous de l'invasion du chaos, je m'en fous de la rébellion de Balthazar-Geld, je m'en fous du Nord qui est en train de s'effondrer, tout ça je m'en fous, donnez-moi toutes les troupes possibles, je veux aller tuer Khazra Kloborn qui est dans la Dragwald. Mec, on a autre chose à foutre. Et vous avez Grégor Martak, qui est donc le nouveau patriarche suprême, celui qui a remplacé Gel vu qu'il est excommunié, donc mage de la bête, qui dit mais attendez, il a un peu raison en fait, Boris Stonebrinder, parce que ce qui nous menace le plus là, bah, c'est pas trop le Nord. Le Nord, il est bloqué par le Bastion Doré. Ils savent pas encore qu'il y a l'invasion de Nurgle qui arrive, hein. Je le précise. Mais le plus gros danger qu'on a en ce moment, c'est les hommes bêtes. Méfions-nous des hommes bêtes, ils sont en train de se rassembler. Attention, attention. C'est un sorcier de la bête, je le rappelle. Bref, Kurtelborg, il va arriver à un niveau de tension énorme. Vraiment. Qui va lui faire comprendre qu'il est le seul qui peut garder l'Empire uni. Et ça va énormément lui peser. Plus on va avancer dans le roman, plus ça va être dur pour lui. Mais il va quand même tenir du mieux qu'il peut. La dernière chose qu'il aurait pu se reposer, bien évidemment, c'est l'église. Sauf que l'église de Sigmar n'est qu'à un seul et même but. Elle ne dit qu'une seule chose. Seule la foi peut nous sauver. C'est-à-dire que maintenant, l'église de Sigmar ne prête quasiment même plus d'hommes aux armées de l'Empire. Elle protège ses sites sacrés. Parce qu'il y a trop d'affluence aux sites sacrés. Plus de flagellants, plus de prêtres guerriers. Le collège de magie de la mort vient d'exploser, enfin, vient de partir en vrille. Je vous laisse imaginer tout ce qui se passe dans l'Empire à ce moment-là. Depuis ce jour, ses moustaches ont frisé, c'est ça. Droit de retrait, c'est important. C'est le moment, tiens. Ouais, j'avoue, c'est le moment, tiens. Donc voilà un petit peu tout le contexte qu'il y a dans l'Empire à ce moment-là. Il y a 2 dernières choses que je vais vous dire avant qu'on finisse ce stream. Il y a une vision, un petit moment narratif pur qu'on a dans le roman, qui nous met dans des égouts. Dans des égouts. On comprend assez rapidement qu'on est dans des égouts gigantesques d'une des plus grandes cités de l'Empire. Aldorf, bien évidemment. Et on y trouve Festus. Festus, le fameux docteur fou de Nurgle, qui est en train de préparer des petites potions, etc. Il est en train de s'amuser dans ses égouts, tranquille, il fait ses expériences. Et Festus, il va avoir lui aussi la visite de Kugat. Ben tiens, incroyable. Et il va simplement mettre en place un petit plat pour Aldorf. C'est le petit clin d'œil qui va te dire « Oh, alors ça va être un Deus Ex Machina scénarium qu'on attend encore. » Et enfin, la dernière chose. On termine même d'ailleurs le premier chapitre avec ça. Ce n'est même pas dans ce plan. Ce n'est même pas dans le plan du monde des vivants. Serment et honneur. Merci Eloran, merci énormément pour ton prime du 8e mois. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton soutien, c'est gentil. On va sur un plan autre que celui des humains. On va dans le plan des rêves. Le plan des rêves, le plan des dieux. Et dans le plan des dieux, vous avez un dieu qui se promène.
Ce dieu est déclaré comme gigantesque, plus vieux que Ulrich, plus puissant que Mort, 10 fois plus grand que Sigmar. À chaque fois qu'il marche, des lacs se créent sous ses pieds. Des lacs, pas des petites flaques, des lacs entiers. Et en fait, vous êtes en face de Tal. C'est le dieu Tal lui-même, dieu de la chasse et de la nature bestiale. Et tu comprends qu'il est en train de chasser. Il est en train de chasser parce qu'il a compris qu'il se passe quelque chose d'étrange à ce moment-là, dans son royaume. C'est très vite décrit dans le roman à ce moment-là, quand on comprend que c'est Tal, donc dieu de l'Empire. Le dieu, il comprend que le monde des vivants est en train de mourir. Et c'est bien déclaré comme « j'en ai rien à foutre ». Par contre, il a ressenti qu'il y a quelque chose qui est en train de s'immiscer dans son propre royaume, à lui, que à lui. Et là, par contre, il pète un câble. Et il est en train de chasser sur son royaume. Il va tomber sur une espèce de faille d'où sort ce fameux lichen noir, ce champignon noir, ce miasme dégueulasse. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'était un miasme qui était capable de corrompre même le pays des dieux. Et de ce miasme va sortir quelque chose, une entité. Tal va le choper de ses mains, lui dire « T'as rien à foutre ici, dégage, je vais te défoncer !» Et Tal va directement avoir les mains qui vont commencer à fondre. Et il va être corrompu par la maladie. Avec un seul mot, il va faire d'un seul coup, Tal, dans son propre royaume, va reculer en hurlant « Non, arrête !» Et la seule chose qu'il aura en réponse, d'une voix bourdonnante comme si elle contenait un vol de millions de mouches, il va juste avoir la phrase « Tu n'es rien ». Voilà. C'était le premier chapitre.